Comme on a l'habitude de le faire, et c'est toujours pour nous plus important de le faire en direct que par mail interposé, on va essayer de vous brosser la totalité de l'actualité de ce qui nous a animé toute l'année et ce qui va nous animer sur l'année 2024. Donc vous avez une grosse partie du conseil d'administration de l'ANSESU qui va chacun vous parler de quelque chose. Ensuite, on fera la remise des prix. On reverra cette grosse et belle équipe, grande et belle équipe de Rennes, juste avant de vous donner le nom des villes où on se donne rendez-vous l'année prochaine et dans 2 ans pour le 31e colloque des CESU. Et donc pour commencer, on va vous demander, pour s'assurer que tout le monde remplissent ces questionnaires de satisfaction, même si on a vu que le questionnaire de satisfaction n'est pas forcément un outil parfait, on en a bien conscience. Pour ceux qui ont fait des ateliers, de flasher le QR code pour ceux qui ont fait les ateliers et qui n'auraient pas déjà rempli leur questionnaire, de flasher le QR code pour pouvoir remplir le questionnaire de satisfaction des ateliers que vous avez, auxquels vous avez participé. Est-ce que tout le monde a pu flasher? Non, ça flash encore. On va enchaîner ensuite avec le résultat des élections de notre Assemblée générale. Allez, on y va. Donc, le vote s'est déroulé mercredi soir. Il y avait donc 4 sortants, 6 candidats, et vous avez là le nombre de voix de chaque candidat. Et donc ont été élus Christine Amirati, Gaël Guénaud, Luc Baudelot et Cyril de Senlis. En ce qui concerne le bureau du conseil d'administration, donc le docteur Guénaud renouvelle son mandat de président. Nos vice-présidents sont Christine Amirati, qui est chargée des relations extérieures, et Isabelle Boraccia, ici présente. Je reste secrétaire générale de l'ANSESU. Et je serai assistée dans cette tâche donc, par Fabrice Mercier. Et pour les sous, comme les bénéfices étaient meilleurs cette année, on a gardé le même binôme de trésoriers et de trésoriers adjoints qui sont Aude Charles et Nicolas de Crouy. On enchaîne avec un petit mot sur le bilan national des CESU, un bilan que vous remplissez tous les ans et que Julien s'acharne à traiter tous les ans pour nous sortir un beau document. Et c'est avec plaisir que je vais vous présenter les chiffres clés, les informations clés qu'on a pu extraire de ce bilan national qui est votre bilan, le bilan des 103 CESU. Vous avez bien conscience que ce n'est pas un bilan simple à remplir parce qu'il est très riche en données, il est long à remplir, mais ce n'est pas une volonté de l'ANSESU que ce bilan soit aussi complet, ce n'est pas une exigence de l'ANSESU, c'est bien une exigence du ministère qui, vous vous rappelez, depuis 2015 a confié cette tâche, a délégué cette tâche à l'ANSESU pour que l'exhaustivité des formations faites au CESU soit colligée dans un document qui puisse être publié au niveau national, transféré à toutes les ARS et que vous, dans vos établissements, vous puissiez utiliser comme également la vitrine des formations que vous réalisez.
Alors cette délégation de tâches pour colliger les bilans, ça exige de la part de l'ANSESU de se rapprocher de vous, généralement en décembre, janvier, pour vous communiquer la trame vierge que vous avez quelques mois pour remplir. Alors on a conscience que c'est un travail qui vous demande du temps. Malgré tout, l'exigence du ministère, elle est que le retour soit fait sur le premier semestre. Donc on a besoin d'un temps d'analyse de vos données, et donc on attend de vous que le premier trimestre soit la deadline maximale pour que vous puissiez nous communiquer vos données. Ces bilans sont colligés au niveau du site de l'ANSESU, donc vous pouvez les consulter, vous consultez l'historique, vous trouverez publié le bilan 2022, donc là on est quasiment sur la page initiale du site, il suffit d'aller sur l'onglet que vous voyez ici pour trouver bilan CESU et retrouver l'historique depuis de nombreuses années. Donc les derniers bilans sont disponibles en format PDF. Il se présente cette année, pour l'année 2022, de la même manière que les autres années, une première partie qui rassemble l'ensemble des formations que l'on partage et qui, lorsqu'on compile nos données, nous donne, par exemple ici illustré sur une double page de la FGSU2, le nombre d'apprenants, le nombre d'heures apprenants et les caractéristiques des formations, notamment au niveau du public, au niveau de comment on organise ces FGSU2 en autonomie ou en partenariat. Et vous avez également la liste de tous les CESU qui organisent cette formation. La deuxième partie du document présente le bilan CESU par CESU et donc qui présente les formations réglementées, mais également les autres formations qui correspondent à votre catalogue. Et donc on a répercuté dans toute cette deuxième partie l'ensemble de ces données que vous pouvez exploiter et présenter. Les chiffres clés pour 2022, c'est 103 CESU en activité, donc toujours autant de CESU sur les 105 départements. 103 CESU répondeurs, encore merci, c'est 100% d'exhaustivité de réponse, et un nombre d'apprenants qui approche les 300 000, avec un nombre d'heures apprenants de 4 655 000. Donc oui, bravo à vous, bravo à nous. Je crois qu'on peut être fier de ces chiffres, surtout lorsque on le compare à la fermeture de certains CESU, à la transformation de nos formations, donc à la fermeture de certains CESU, à la transformation de nos formations, donc peu représentatif. Si on enlève cette encoche, on se rend compte d'une cinétique croissante au niveau national. On était à 268 000 formations en 2019 et ça continue à monter en 2020, ça continue à monter en 2021. On a envie de tracer des pointillés qui suivent la même courbe pour passer les 300 000 pour 2023, on le saura bientôt. Le design de cette courbe, regardez-le, il est assez similaire lorsqu'on détaille formation par formation. En FGSU1, vous voyez à peu près la même cinétique avec 32 000 formations réalisées en 2022 et pour la FGSU2 avec 223 000 formations. On a compilé ici dans cette présentation les AFGSU, que ce soit la formation complète ou que ce soit la formation sous forme de réactualisation. Vous aurez le détail si vous le souhaitez dans le bilan. Cette courbe, elle n'est par contre pas superposable pour les AFGSU SSE dans tous les modules de l'AFGSU SSE, puisque vous voyez 2019, année de publication des nouvelles modalités de délivrance des modules AFGSUE, avec les annexes qui sont apparues. Et on voit que cette fois-ci, pour ces formations-là, 2021-2022, ne nous ont pas permis de retrouver le même nombre d'apprenants qu'avant le nouvel arrêté de 2019. Donc 8467 AFGSU SSE, et on se rend compte que c'est principalement les annexes 7, 8, 9 autour des risques NRC, les annexes 3, 4, 5 autour des risques explosifs damage control qui représentent le nombre, la masse d'apprenants de ces FGSU SSE, annexes autour de l'urgence médico-psychologique, autour du risque REB, sont moins représentés sur l'effectif total. Et la réactualisation est probablement quelque chose qui pénalise également ce chiffre. On se rend compte que c'est essentiellement de la réactualisation sur des chiffres qui restent modestes. Sur le risque NRC, les autres risques sont malgré tout peu réactualisés lorsqu'on regarde les chiffres nationaux.
Ce ne sont que quelques chiffres qu'on voulait partager avec vous. Tous les chiffres, toutes les formations et tous les CESU sont donc présents dans le document. Vous avez 268 pages à consulter si vous en avez envie. N'hésitez pas, il est donc en ligne et il sera bientôt rejoint par le bilan 2023. Lorsqu'on vous aura diffusé fin décembre, début janvier, la nouvelle mouture, vous retrouverez exactement les mêmes items que le bilan 2022. Merci d'avance pour la transmission de ces données. On se dépêchera à les compiler, à les rassembler pour que le bilan 2023 puisse être publié le plus tôt possible. Merci beaucoup. Et j'invite Fabrice à nous parler de où en est-on sur la numérotation des AFGSU. Juste le temps qui s'installe. Des questions? On va le faire très interactif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas au fur et à mesure. Sur les bilans? Ça va? Parfait. Donc, petit rappel rapide sur la numérotation des AFGSU, donc où en est-on? Donc, vous avez vu que par rapport aux attestations, donc la nouvelle numérotation depuis le 1er janvier 2023, donc vous avez un petit exemple. Donc, en premier, l'année en 4 chiffres, donc 2023, le mois en 2 chiffres, donc 0,1 pour l'exemple, le département en 3 caractères, donc on a pris le 035. Le numéro d'attestation, donc tout AFGSU confondu, que ce soit l'AFGSU 1, l'AFGSU 2, les annexes SSE, et le type d'attestation, donc à la fin de 0,1 à 12. Donc par rapport à cet exemple, vous avez vu donc 2023, le mois, donc janvier, elle a été éditée en janvier, la formation a été faite en janvier, le département en 3 caractères, donc 035. Le numéro de l'attestation, c'est la première attestation qui a été réalisée donc, par le CESU 35, et donc ça concernait une AFGSU de niveau 2. Deux autres petits exemples, donc 2023 06 35 0693 01, donc ça va correspondre le numéro correspond à la 693e attestation délivrée en 2023 par le CESU 35. C'est une AFGSU 1 et elle a été délivrée en juin. Le deuxième exemple, donc 2023 12 35 0854 05, donc ces chiffres sont fictifs au niveau du chiffre de la formation. Le numéro correspond à la 854e attestation délivrée en 2023 par le CESU 35. Donc il s'agit d'une AFGSU spécialisée SSE annexe 5 et réalisée en décembre. Chose importante, les revalidations, donc il faudra éditer une nouvelle attestation avec un nouveau numéro, que ce soit pour l'AFGSU 1, l'AFGSU 2, les annexes SSE, les formations de formateurs. Voilà, on devra donc réaliser une nouvelle attestation avec un nouveau numéro. Et donc, juste une petite remarque, cela ne vous dispense pas de récupérer l'attestation initiale afin de valider que le prérequis soit respecté, qu'on soit bien dans les temps, soit bien inférieur à 4 ans. Voilà pour ce petit rappel. Je laisse la parole à Céline. Des questions? Pas de questions. Et pourtant, on en a tellement sur le site, ces questions avec ces numérotations. Qui a mis en place la numérotation? Voilà, c'est là où le bas blesse, parce qu'on n'a pas toutes les mains. Qui n'a pas mis en place? Qui n'a pas mis en place? Et pour quelle raison? Allez-y, osez, osez. On sait qu'on a quelques réticences. C'est anonyme, on ne vous voit pas, la salle est éteinte. Vous avez bien compris que c'est un préalable ce qu'on essaie de faire. D'un côté, on nous demande de faire un registre national de la totalité des GSU. Il n'y aura jamais de registre national si on n'arrive pas à se mettre d'accord et à avoir la même discipline pour les numéros. Donc on met en place ça depuis le 1er janvier 2023. On essaye de tous s'y tenir. Peut-être que c'est contraignant, peut-être que certains ont informatisé les choses avec des logiciels particuliers. Mais voilà, il faut qu'on se donne la discipline de pouvoir suivre cette numérotation. Quand on l'aura tous, quand on sera aussi exhaustif que sur les bilans, on pourra à ce moment-là aller taper à la porte d'un registre national. On ne pourra pas le faire avant. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui sont encore un peu réticents, faites-le. Merci. Alors, la formation au tutorat pour les ARM... Il y a une question. Ah, pardon. Pareil, tout pareil. Ah, ouais, pareil, presque pareil.
Merci de la question. On aura la réponse dans pas longtemps. Très bien. Merci Angers. Ah pardon, merci Anonyme. La formation au tutorat pour les ARM, le contexte de mise en place des SAS a entraîné un recrutement important d'ARM. Et dans ce contexte-là, il nous a été remonté par la SUDF, par la FARM, par l'UNARM, un besoin de renforcer les compétences des ARM en poste pour la prise en charge de ces stagiaires ARM qui étaient de plus en plus nombreux dans nos SAMU. Donc on a travaillé sur une proposition de déroulé pédagogique qui vous a été transmise dans le courant de l'année, je crois que c'était au mois de mars ou d'avril, dont l'objectif est de pouvoir accueillir, encadrer et évaluer les élèves ARM quand ils viennent en stage dans les SAMU. On a construit cette formation en s'inspirant de CESU qui avaient déjà démarré ce type de formation. On s'est appuyé en particulier sur ce qui avait été fait par Montpellier, sur ce qui avait été fait par le CESU 85 dans le cadre du RESU Pays de Loire. Et on a proposé une formation à 2 niveaux, on va dire. Une formation pour les tuteurs qu'on a appelés les tuteurs de proximité, ceux qui sont dans la salle au quotidien à accompagner l'ARM, et une formation pour les tuteurs référents qui vient en complément de la formation de tuteurs de proximité. La formation de tuteur de proximité étant organisée sur 2 jours et celle du tuteur référent étant sur une journée supplémentaire à distance. Le déroulé donc, est disponible pour les CESU. Il a été envoyé au CESU sur les secrétariats et les médecins référents et cadres de santé des CESU par mail. On nous l'a redemandé après, donc peut-être certains ne l'ont pas reçu. N'hésitez pas à le réclamer si vous en avez besoin, sachant que ça fait le lien avec le site internet où on va vous expliquer tout à l'heure qu'on est en train de mettre en place un espace adhérent qui permettra de mettre en ligne pour les CESU ce genre de documents. Avez-vous des questions ? Très demandée cette formation. Hein. On a reçu, alors notamment de la part des syndicats, des 2 syndicats, de la FARM et de l'UNARM, plusieurs questions avec des demandes de où était mis en place cette formation. Donc soit vous la mettez en place dans vos CESU, soit elle est déjà mise en place, il faut le faire savoir. Mais en tout cas, sachez que c'est attendu par les SAS SAMU. Je laisse la place à Séverine. On reste sur les ARM pour un projet de formation sur la prise en charge du risque suicidaire. Donc, bonjour, moi je vais vous parler du coup de la formation des ARM. Donc c'est un nouveau programme aussi. Hein. Il s'agit d'un projet collaboratif à la demande de la FARM, du coup dans un contexte d'appréhension face à une régulation d'une crise suicidaire, et puis aussi une demande sur le prendre soin après ces appels. Qu'en fait-on et que fait-on ? Du coup, c'est un projet collaboratif à la demande de la FARM qui sera du coup animé par un binôme formateur, un formateur du GEPS pour l'expertise clinique. Donc, je rappelle, le GEPS, c'est le groupement d'études et de prévention du suicide, avec notamment aussi la mise en place de la plateforme le 3114, qui est le numéro national de prévention du suicide, et puis bien sûr le CESU pour l'expertise pédagogique. Donc, cela fera l'objet d'une convention entre les CESU et le GEPS. Les objectifs, du coup, c'était déjà de modifier les représentations sur la crise suicidaire, de repérer les signaux d'alerte lors de l'appel, de connaître les principes de communication pour ce type d'appel. Alors, les ARM les ont, hein, c'est de la répétition, voilà, d'aller un peu plus loin aussi dans les postures et la relation d'écoute active. Et puis, bien sûr, de savoir répondre et de proposer les modalités d'action en lien avec le type d'appel. Donc, c'est une journée de formation, 7 heures, donc des contenus en épidémiologie du suicide, le contexte, tout ce qui est problématique et indice, le concept de crise suicidaire,
le rôle responsabilité et aussi se dédouaner un petit peu, c'est des responsabilités aussi de rappeler finalement, et peut-être aussi se dédouaner un petit peu aussi des responsabilités de l'ARM, parce que voilà, des fois ça fait aussi du bien, c'est pas l'ARM qui va tout gérer. De revenir sur les principes de communication à distance, sur la gestion des émotions, et c'est là, en fait, en discutant lors des visios, on a beaucoup travaillé finalement sur la gestion des émotions, parce que finalement c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile, et adapter son langage en ayant conscience de ses émotions, et puis le prendre soin. Donc il y aura des contenus, partir bien sûr des représentations, partir des connaissances des apprenants, comme tout le temps dans nos pédagogies, et puis des situations simulées. On vous proposera 3 situations simulées. Les scénarios ont été écrits à partir de situations réelles, et bien entendu, on reprendra dans les débriefings les éléments clés qui auront été vus le matin. Et puis des vignettes cliniques aussi pour finir, et pour finir la journée, un petit apport sur le prendre soin et un exercice qu'on ne pourra pas faire sur les 7 heures, donc ça sera l'idée peut-être derrière de développer une autre formation sur ce prendre soin. Voilà. Merci. C'est pour toi. Alors on continue avec les ARM. Donc ça c'est juste un rappel, on vous en a beaucoup parlé. C'est suite à un travail collaboratif qui a été fait avec un groupe de travail qui s'est mis en place et qui vit toujours, qui a été initié par la SFMU avec l'ANSESU, l'UNARM, la FARM, SAMU Urgences de France et les représentants des CFARM. C'est un travail dont le texte de loi est arrivé beaucoup trop tardivement, je dis un autre guise, et qui devait, qui est représentant des CFARM dans ce groupe de travail, a travaillé avec nous avec ça, et qui devait arriver au mois de mars et qui est arrivé au mois de juillet, donc qui a un petit peu tout basculé. Je vous rappelle le contexte. Le contexte, c'était beaucoup d'ARM à embaucher pour pouvoir aller dans les SAS qui se développent et qui étaient nationalisés, avec une impossibilité d'embaucher autant d'ARM et de les envoyer tous en même temps en CFARM, puisqu'ils n'auraient pas été sur le terrain, c'est ce qu'on leur demandait. D'où la réflexion d'essayer de trouver une solution pour pouvoir pour adapter la formation des CFARM, d'où l'origine de ce groupe de travail. Donc les textes qui sont sortis le 18 juillet 2023, premièrement on reporte la certification au 31 décembre 2025, sachant qu'on demandait 2026, mais on n'a pas eu gain de cause. Et donc ça se divise en 2 parcours. Un parcours A pour tout agent recruté après le 20 juillet, donc après la sortie des textes. C'est un parcours complet de 6 semaines et qui reprend les modules A, 1B, 1C, une partie du 1C, donc 210 heures de formation. Je vous rappelle que le programme des CFARM en continu, c'est 8 mois. Et puis le parcours B pour des ARM qui avaient une expérience supérieure à 1 an à la sortie de l'arrêté, avec, après une évaluation par l'encadrement, une sorte de bilan de compétences, en tout cas de ce qu'on a appelé, ce que vous avez appelé le livret de positionnement, ce qui a été appelé livret de positionnement, qu'on a repris dans ce fameux parcours, pour ne pas leur refaire suivre les 3 modules, puisqu'ils avaient déjà 1 an d'expérience si ce qui était enseigné dans ces 3 modules était acquis. Et puis la VAE, je ne vous en reparle pas, puisque vous pouvez aller regarder les différents modules. Pourquoi je vous parle de ça au colloque Nestal des CESU? Parce qu'on a fait partie du groupe de travail et parce que surtout ce qui a été la proposition de l'ANSESU à ce groupe de travail, outre le fait de participer à la construction de ce module, ça a été de se mettre à disposition des CFARM en cas de nécessité. On aurait espéré tous que les gens se ruent sur les inscriptions et qu'on ait 100% de remplissage des CFARM en France, que ça déborde et qu'on puisse collaborer avec eux pour pouvoir absorber ce flux important d'inscriptions. Ça n'a pas été le cas. La sortie de l'arrêté tardif en est certainement une cause. On verra l'année prochaine, on espère l'année prochaine, on verra. En tout cas, voilà pourquoi on vous en parle, essayez de vous en imprégner, tout a été envoyé, le programme est à disposition également. Et vraiment, notre rôle à nous, CESU, en tout cas c'est comme ça que nous, on l'a dit à l'ANSESU, c'est de se mettre à disposition des CFARM en cas de besoin pour pouvoir répondre à cette grosse demande de formation des ARM. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des départements et des difficultés ou... Non? Bien. Alors, une grosse actualité des moments. Oui, si tu veux.
Ça fonctionne ? Ouais. Juste rajouter une petite chose par rapport à notre rôle en tant que CESU auprès des CEFARM. C'est vraiment pour les épauler. Quand on parle de la première formation de 6 semaines, c'est pour les mettre en route et leur donner un bagage, un premier bagage, mais ils vont être obligés de suivre et de s'inscrire à un CEFARM et obligés de suivre la formation complète. Donc nous, on est vraiment là pour leur apporter notre aide et pour qu'on puisse avoir des ARM opérationnels rapidement avant qu'ils puissent être certifiés complètement. Alors, grosse actualité, tout le monde en parle, même si certains propos sont modifiés dans la presse hospitalière nationale. Bref, beaucoup en parlent, donc les fameuses unités mobiles hospitalières paramédicalisées. Donc vous allez avoir, bien entendu, nécessité de participer à leur formation. Donc c'est le résultat d'un groupe de travail entre SAMU Urgences de France, l'ASFMU et l'ANSESU. Je rappelle que c'est des recommandations qui ont été éditées au mois de février 2023, qui pour l'instant ne font l'objet d'aucun arrêté, d'aucun décret. Ça arrive, c'était prévu plus tôt, en tout cas plus tôt dans l'automne. Donc chacun a sa notion de l'automne, tout comme les CEFARM étaient prévus au printemps, et le printemps c'était le 18 juillet, donc l'automne on verra. Donc les recommandations 2023, pour qui déjà, qui peut être et qui peut participer à une UMHP, être infirmier en poste dans une structure d'urgence depuis au minimum 2 ans et avoir une expérience de SMUR depuis au moins 1 an, être ambulancier en SMUR depuis au moins 1 an, être titulaire de la GSU niveau 2. Donc je rebrosse très rapidement pour qui. Et dans les formations, pareil, 2 parcours. Un parcours total et un parcours partiel, puisque vous imaginez bien qu'il va y avoir une première phase de personnes qui vont vouloir participer à ces UMHP en fonction des organisations de services et qui ont déjà le bagage, en tout cas l'expérience par rapport à d'autres personnes qui sont toutes neuves, entre guillemets, et qui serait plus compliqué de laisser partir en autonomie d'équipes paramédicalisées. C'est pour ça qu'on a prévu 2 parcours. Donc un parcours complet qui est d'un module de e-learning d'une journée qui est en cours de construction, qui n'est encore pas construit, et une formation complète en présentiel de 4 jours, et ensuite un module partiel avec le même module en e-learning, et cette fois-ci une seule journée de simulation, en tout cas une journée de formation. Et pareil, on a prévu un livret de positionnement, c'est le terme à la mode, donc il est aussi écrit, qui permet de valider les différents champs de compétences respectifs, les indications, etc., etc. Je vous laisse lire tout ça, bien sûr. Hein. Vous savez que vous l'aurez à disposition, puisque toutes les conférences du colloque, comme ça je le rappelle à ce moment-là, seront sur le site de l'ANSESU dans une dizaine de jours, le temps qu'on compile tout ça, et vous pourrez avoir la totalité du colloque sur le site de l'ANSESU. Ah oui, 7 jours, c'est un peu long, hein. Oui, c'est pour ça qu'on va pouvoir écrire 7 heures, parce que c'est la réalité. Voilà. Une journée, 7 heures. 7 jours, c'est un peu long, donc c'est pas 7 jours, mais c'est 7 heures. Donc voilà. Et donc la proposition de formation qui est aussi sur ce qu'on a fait comme proposition au ministère pour l'instant, c'est un groupe pluriprofessionnel, ambulancier, infirmier, en tout cas exactement ce qu'on se dit depuis ce matin, hein, de pouvoir faire travailler ensemble les gens qui vont travailler demain ensemble. La durée de la formation, on l'a déjà dit, la première journée, 4 jours derrière. Et puis ensuite, on propose un stage d'immersion. Alors ça, c'est pour les gens qui ne seront pas déjà dans les structures. Et puis la formation continue qu'on a inscrite aussi et qu'on va demander à ce qu'elle soit présente et qu'elle soit effective tous les 2 ans. Les thèmes, je les ai redonnés ici. On nous pose encore la question des EPMU dans certains départements. Hein. Je rappelle que les EPMU, c'était des choses qui ont été mises en place suite à la mission Braun de l'été 2022, qui normalement, et je prends plein de pincettes quand je dis ça, ne sont plus effectives, puisqu'elles ne, encore une fois, reconnues par rien pour l'instant. Je sais qu'elles le sont dans certains départements, c'est pour ça que je mets tout ça entre guillemets avec des pincettes. Vous avez bien compris, hein, les EPMU, l'urgence, on remplace, je ne vais pas dire on dégrade parce que c'est pas bien, mais notre idée à nous, c'est surtout de graduer, ce qu'on peut donner à nos patients en préhospitalier dans l'actualité qui est nos actualités dans les services d'urgence et de SAMU-SMUR, qui est surtout une actualité démographique un peu particulière. Donc voilà les différents thèmes. Et puis le déroulé pédagogique est prêt. Il vous a déjà été envoyé. On l'a fait nous avant l'été pour que vous puissiez vous imprégner, puisque les choses vont être très rapides. Certains l'ont déjà mis en place. Enfin, on sait tous que nos programmations 2024 sont déjà faites et qu'il va falloir le faire en 2024. Donc même si le texte officiel n'est encore pas sorti, organisez-vous. Et organisez-vous en fonction de ce déroulé. Quand on lit
je ne vais pas dire de nom, mais quand on lit que dans certains départements, on fait la formation du MHP en 2 jours, il faut qu'on se discipline. Vraiment, c'est gage de crédibilité pour nous tous. Si on essaie de réfléchir tous ensemble nationalement à ce qui serait le mieux dans quelque chose qui fait grincer des dents, les UMHP, on va se le dire très clairement. Si en plus de ça, certains d'entre nous se donnent le loisir de faire une formation dans la formation un peu plus vite pour que ça aille plus vite, sincèrement, on va y perdre tous en crédibilité et c'est vraiment pas l'état d'esprit de ce groupe de travail, en tout cas du nôtre, et évidemment de la SFMU et de SUDF. Donc le déroulé pédagogique est prêt, c'est bien entendu un déroulé qui est beaucoup axé sur la simulation et sur la contextualisation de l'apprentissage évidemment. Donc tout ça a déjà été reçu, c'est en lien sur le site de l'ANSESU. Si vous ne l'avez pas ou si vous avez encore quelques soucis, mettez bien à jour votre partie sur le site internet et vous recevrez tout ça correctement. Et ça ne marche plus, c'est normal, j'appuie pas sur le bon bouton. Est-ce que vous avez des questions? J'imagine que oui, voilà. Milieu droit. Bonjour. Donc 2 questions. Nous, on a été un peu mis à la contrainte pour organiser ces formations très vite. Vous nous dites qu'il faudrait attendre pour avoir quelque chose d'uniforme. On est plutôt d'accord, mais est-ce que les ARS entendent aussi qu'il faut à ce moment-là nous laisser le temps de pouvoir attendre la réglementation? En fait, il faut répondre aux ARS ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que la formation, elle existe. Donc, s'ils vous demandent de faire très vite la formation, faites-la très vite. Après, le texte national officiel qui officialise tout ça n'est encore pas sorti, mais il n'empêche que vous pouvez et vous devez, je suis désolé de prendre ce terme de vous devez, mais suivre ce 4 jours de formation en présentiel. C'est comme ça qu'il faut l'organiser dans les départements. J'allais juste dire en conséquence que vous dites effectivement à votre ARS que cette formation existe, qu'elle se fait à 4 jours, que c'est consensuel et que c'est comme ça que la DGOS l'a reçue. C'est exactement ce qu'on leur a dit, sauf qu'on a eu nos directeurs et l'ARS qui nous ont contraints à mettre en place cette formation. Contraindre... Pardon. Non, ce que je veux dire, nous, ils ont essayé au niveau d'ARS Hauts-de-France et on a refusé. Et on le fait maintenant, mais avec quelque chose de national. Quand vous dites contraint, c'est que vous avez été contraint de la mettre en place en un temps réduit, c'est ça que vous voulez dire? En un temps réduit et parce que c'était une nécessité, que c'était une injonction de notre direction d'établissement, une injonction de l'ARS. Ce que vous êtes en train de dire à l'ANSESU, c'est qu'un petit courrier à l'ARS concerné pour dire que ce serait bien de respecter ce qui est décidé nationalement, ce serait de bon augure, c'est ça? Peut-être. On ne va pas vous dire d'où vous venez, mais vous viendrez nous le dire à la fin, même si on sait. Et juste la deuxième question, c'est pour le coup, les personnes qui ont été formées, qui n'ont pas eu... Alors, on avait le déroulé que vous nous aviez envoyé, et bien sûr, on s'est calqué sur ce déroulé. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui auront été formées sur un format qui n'est pas officiel? Rien. Enfin, pas rien, mais on ne revient pas sur une formation qui a été faite et qui était transitoire. Les participants ne le comprendraient pas et ça ne serait pas légitime. Donc, sauf s'il y a quelque chose de très décalé et si vous pensez que les compétences visées ne sont pas atteintes par les participants que vous avez formés, vous pouvez leur demander de faire une formation complémentaire. Sur le plan très officiel, on est tellement actuellement dans une zone qui est grise qu'on peut vous remettre en cause et ça serait pas logique. C'est aussi pour ça qu'on a prévu les 2 parcours. On sait que ça s'est fait en 2 jours dans certains départements. C'est pour ça qu'on a mis aussi ce parcours partiel. C'est sous la responsabilité du médecin responsable, de l'équipe pédagogique responsable qui fera la formation. Vous pouvez très bien rentrer les personnes qui ont eu cette première formation dans ce parcours partiel. Il n'y aura pas de formation complémentaire, si ce n'est peut-être un jour de simulation de 7 heures qui rentrera là-dedans. Donc voilà, mais vraiment le message qu'on essaye d'avoir pour les autres, pour ceux qui ne l'ont encore pas mis en place, pour ceux qui étaient avec vos trains de la mettre en place, s'il vous plaît, essayez de respecter ça. Et si vous avez des difficultés avec vos directions et vos ARS, on est là pour ça. Nous, on est là pour prendre les coups. Donc allez-y, on prend les coups et on sait répondre. Pas d'autres questions sur les UMHP? Si, Thierry Sécheresse, Chambéry, je le présente parce que... Alors, quid du e-learning? Le e-learning, c'est quelque chose de très compliqué à construire. Certains l'ont déjà fait. On est preneur des premiers exemples. Nous, on va s'y mettre aussi. On va vous en parler un petit peu après avec... alors, on cherche aussi des partenaires techniques. Et donc, on vous en parlera tout à l'heure avec un partenariat qu'on va faire avec une certaine école de Rennes. Donc, on va essayer une fois qu'on aura tout ça, on pourra vous le monter. Je ne vous promets pas qu'il soit en place pour le début 2024. Ça, c'est une certitude. Si jamais il n'est pas en place, vous pourrez l'inclure dedans. Le e-learning, c'est tout ce qui est administratif, législatif. Dans quel cadre ça se fait? Pour qu'on puisse, dans cette fameuse formation de 4 jours, rentrer directement dans le vif du sujet. Et éviter de reparler de domaine de compétences, de loi,
code, etc. etc. Donc ce e-learning sera uniquement fait pour ça. En haut à droite. Oui, j'ai entendu une voix grave. Oui, bonjour. Si d'aventure les formations. Tu peux juste nous dire qui tu es, pardon, Frédéric Loubet, CESU 13. Si des formations avaient été mises en place en interne par les SAMU, donc j'imagine qu'on sera plutôt sur un type parcours 2. Qu'est-ce qu'on reconnaît de ces formations? On repart à zéro? Non, c'est la même réponse qu'on a donnée tout à l'heure. On ne part pas à zéro, elle est valable. Et donc voilà, ensuite, soit vous partez sur un parcours B, soit finalement le livret de positionnement, entre guillemets, pour ces UMHP est rempli en totalité. Elle est estampillée UMHP. Enfin, les gens, l'infirmier ou l'ambulancier sont estampillés pouvant faire partie d'une UMHP, et puis c'est fait. Donc voilà, on ne va pas recommencer tout à zéro, on n'a jamais fait ça et on ne va pas commencer à le faire. Hein. Donc on ne recommence pas à zéro, bien sûr tout ce qui est acquis est acquis. Après, à nous, en responsabilité, de pouvoir essayer d'uniformiser tout ça et de faire en sorte qu'on ait vu qu'il y a une formation qui existe, qu'on s'en rapproche. En tout cas que les compétences visées dans cette formation sont bien validées par l'apprenant ou par les gens qui ont eu cette formation locale. Et puis après ça roule. Ok, donc on reprend la main en s'appuyant sur ce qui a été fait en local. Exactement. Merci. Pas d'autres questions? Encore une fois, c'est un sujet qui est chaud bouillant, donc n'hésitez pas, on est disponible pour répondre par mail. Si vous n'osez pas, même à la fin, là, s'il y a des questions particulières, venez nous voir. Alors, on va vous demander de faire ça, parce que toutes les années, on essaye d'évaluer le colloque. C'est hyper important pour nous, pour organiser et faire les colloques des années suivantes. Et puis, autant les ateliers, ça fonctionne assez bien, autant l'évaluation globale du colloque, on n'en a pas assez par rapport, par exemple, là, vous êtes 650, on n'a pas assez de ça. Et juste avant que vous évaluez le colloque, je vais quand même faire un mea culpa, puisque quand on essaye de... Il n'y a pas que toujours tout va bien et tout est beau. Donc oui, nous avons entendu de mécontentement par rapport à une partie de ce qui s'est passé sur 2 jours sur l'aspect culinaire. On a bien entendu. Tous, on a bien entendu. Le CESU 35 a bien entendu, l'ANCESU a bien entendu. Je ne vais pas vous expliquer comment ça se passe. Nous, on travaille avec des partenaires. On ne maîtrise pas forcément la totalité des choses. On a bien entendu. C'est après notre cuisine interne et on réglera ça en interne et avec nos partenaires. Je ne voudrais juste pas que sur cette évaluation, vous mélangiez l'évaluation du travail énorme qu'a fourni le CESU 35 pour cette organisation, et puis les cookies de ce matin, puisqu'on avait une conférence ce matin avec Christine qui nous expliquait globalement que quand un formateur donnait des cookies en début de formation et quand un formateur n'en donnait pas, l'évaluation définitive sur globalement comment ça s'est passé n'était pas la même. Donc oui, en France, on aime bien bouffer. Quand on bouffe bien, on est content. Après, on est ouvert et puis on écoute tout. Quand on bouffe mal, on est énervé. Mais en tout cas, il ne faut pas qu'on confonde de tout le contenu et tout ce qui s'est passé d'intellectuel, de pédagogique, etc., avec la bouffe. Donc voilà, le petit et mea culpa, c'est de notre faute, c'est pour nous et on fera mieux la prochaine fois. Donc voilà, donc si vous pouviez prendre ce QR code et puis le temps qu'on cause, évaluer ce colloque, ça nous permettrait d'avoir un vrai rendu de vous tous et ça nous permettra de faire encore mieux dans 2 ans. À vous, sur un sujet pas du tout polémique encore. Alors, mon cher Gaël, oui, en effet, c'est un peu politique, encore une nouvelle fois, quoi. D'accord, ok. Alors, vous avez connu donc les UMHP, vous aviez connu plein de choses avant. En fait, on voit bien que on a une grosse activité depuis quelques années et on a diversifié quand même énormément nos activités. Et bien, aujourd'hui, vient de sortir les infirmiers correspondance SAMU. Donc un peu au même modèle des médecins correspondants SAMU, on va être amené à former ces infirmiers correspondants SAMU. Alors qui peut être infirmier correspondant SAMU? Eh bien, on est infirmier dans un secteur qui a plus de 30 minutes d'un SAMU. Et là, on va pouvoir, sur la base du volontariat, être mobilisé
et être formés sur, bien sûr, des sorties bien encadrées. Bien encadrées, c'est-à-dire un certain nombre, finalement, de motifs. Il y en a 11 déterminés. Et bien sûr sous la responsabilité du médecin régulateur et bien sûr dans le cadre de l'aide médicale urgente. Alors je vais avancer, voilà. Donc il y a une lettre de mission donc, du ministre de la Santé qui date maintenant d'il y a à peu près 6-8 mois à peu près, hein, c'était ça, et qui nous a demandé, qui donc a demandé à la SFMU et à Sud de France de travailler sur la question. Donc le cadre, c'est un infirmier de premier recours dans les espaces de premier recours, hein, qui va pouvoir donc participer à l'aide médicale urgente et qui va pouvoir être déclenché par le SAMU Centre 15. Alors on nous a demandé donc de réfléchir un peu sur quelles étaient les compétences. Alors il faut que l'on aille vite, donc je ne vais pas vous faire l'ensemble de dossiers, de toute façon ces diapos vous les aurez, mais bien entendu il y a de la communication, il y a de la prise en soins, il y a de l'identification de procédures et bien entendu autour de situations qui sont des situations, je dirais, emblématiques. On en a listé 11 qui partent de l'arrêt cardio-circulatoire, bien entendu, jusqu'à l'accouchement inopiné dans la liste qui est présentée. Alors, donc, le cadre de la compétence, on a dit, c'est les 30 heures. C'est avant, bien entendu, l'arrivée d'un SMUR. On ne peut pas concevoir le déclenchement d'un infirmier de premier recours comme cela sans, bien entendu, un SMUR déclenché en même temps. Donc, ce n'est pas pour envoyer quelqu'un pour une levée de doute. Ce n'est absolument pas cette réflexion-là. Et bien entendu, sous la responsabilité du médecin régulateur. La formation, 2 formations. Une formation initiale qui est basée sur 4 jours en CESU ou dans le cadre d'une formation universitaire. Donc il peut y avoir une collaboration, bien entendu, entre ces 2 structures, associée à une immersion de 35 heures dans la filière de l'urgence, en sachant qu'on avait pensé qu'il était nécessaire que ces infirmiers de correspondance SAMU puissent se familiariser à la régulation médicale, c'est-à-dire passer 7 heures au sein du centre de régulation, pour tout simplement connaître les acteurs, les mécanismes, ceux qui, bien entendu, sont amenés à les envoyer. Autrement, cette formation, elle ne peut pas se concevoir non plus là où se trouvent des médecins correspondants SAMU, finalement d'un travail en pluriprofessionnalité autour des motifs de déclenchement. Et donc, il est fortement recommandé de concevoir finalement cette formation avec une part de mutualisation de la formation des médecins correspondants SAMU. Et bien entendu, comme on l'a dit, et c'est un fil conducteur un peu de nos voyages depuis 3 jours, il est important finalement de répéter, et probablement que tous les ans, il est nécessaire de rentrer dans le cadre d'une formation initiale, continue, et on propose 2 jours de formation, comme les médecins correspondants SAMU d'ailleurs, et en collaboration avec eux, répéter tous les ans. Voilà, c'est le minimum que je puisse dire sur cette histoire-là. Honnêtement, ça peut faire appel à des questions et je pense que nous serons plusieurs à être en capacité de vous répondre partiellement. Et juste avant vos questions, on vous en parle parce qu'on se voit tous les 2 ans et qu'on n'a rien à vous cacher. On en est à la phase d'avoir une fois un groupe d'autres copies au ministère. On en est juste à cette phase-là. Hein. C'est-à-dire quand je dis donner notre copie, encore une fois, un groupe de travail SFMU, SUDEF, en CESU et on l'a peut-être oublié de les citer, mais très important, la Fédération nationale des infirmiers libéraux de France avec qui on a travaillé. Donc c'est cette copie-là. Donc là, on vous parle nous uniquement du côté formation, mais bien sûr, il y a tout le côté qui peut, comment ça fonctionne, qui paye, etc., etc., etc. Donc là, on a rendu ça à la DGOS et on en est uniquement à ce stade-là. Donc là, c'est un peu moins précis que les UMHP et on n'a pas de calendrier. Et j'en profite, et après je vous laisse vos questions, pour vous dire qu'on a
Donc travailler avec cette Fédération nationale des infirmiers libéraux qui nous a permis de nous relancer, nous, en disant que c'était une difficulté pour les infirmiers libéraux de se libérer pour 3 jours de GSU alors qu'ils ont très envie et qu'ils sont très en retard. Concrètement, je ne vous donne pas le chiffre, si je vous le donne. Allez, ils sont 4% à être à jour en France, puisqu'ils ont fait un peu le bilan. Et donc, on est en train de travailler et de s'engager sur des formations 2+1. Et en tout cas, on fera cette proposition 2 jours et 1 jour à distance, ce qui est bien plus simple pour eux pour s'organiser. Et puis, par rapport à tout ce qu'on dit depuis le début de ce colloque, c'est peut-être un modèle qu'il va falloir qu'on commence à bien s'habituer. Peut-être bien qu'un jour ou l'autre, ce sera le modèle qui prendra place au modèle 3 jours. Je dis ça, je dis rien. Alors, avez-vous d'autres questions? J'ai une question, oui, Eric Yal du CESU 85. Merci Eric pour ta question déjà. Attention, tu vas peut-être le regretter. Comment l'ANSESU peut freiner les projets UMP, enfin UMHP, je ne sais même plus, oui, enfin ce qu'on appelait nous PMU dans nos petits départements ruraux? Et comment vous pouvez répondre à la commande du ministère de la Santé sur des ICS de manière aussi projective nationale? En fait, nous, on n'est pas élus pour gouverner, on est élus en tant qu'ANSESU pour faire ce qu'on nous demande de faire. Donc, on ne décide pas, c'est-à-dire qu'on nous demande de faire un programme de formation, on fait un programme de formation et on n'a pas freiné les UMHP. On essaye juste de dire que c'est un sujet qui est chaud. Je pense que quand je dis ça, je mens à personne. Les ICS, c'est du complément. Hein. Les médecins correspondants de SAMU existent depuis de nombreuses années, très très développés dans certaines régions. On est dans un département 35 où le chef de service qui nous rejoindra tout à l'heure, Louis Soula, avant d'arriver à Nantes, a aussi développé des MCS dans son département. C'est quelque chose qui fonctionne. Les infirmiers, c'est du complément par rapport à ça et c'est répondre à l'urgence dans des zones qui sont à plus de 30 minutes. Pour l'instant, il y a des MCS. Demain, il y aura des zones où il y a des infirmiers correspondants de SAMU, où il y a peut-être des mixtes. Donc voilà, en tout cas, pour l'arrêt, rien n'est freiné. Il y a des programmes, il y a des décisions qui sont prises, on nous demande de travailler. Quand on nous demande de travailler, on essaye plutôt d'être productif et de faire ce qui sera le mieux pour tous en pensant en premier aux patients et puis en pensant à nous. Gaël, il existe déjà des ISP protocolés depuis plus de 10 ans. Et donc, tout à fait. Dans certains départements, ça fonctionne en synergie avec les SAMU. Donc on essaye aussi, dans nos territoires, de répondre à la demande des moins de 30 minutes avec les moyens qu'on a. Et on a beaucoup d'infirmiers et sapeurs-pompiers qui sont du métier de l'urgence, pas tous, c'est sûr. Et on a aussi des médecins correspondants dans le département. Bref, on multiplie c'est le millefeuille à la française qu'on crée. Et je pense que le médecin régulateur, lui, il a intérêt d'être aidé par l'intelligence artificielle parce que ce jour, il va s'y paumer entre les structures fermées le jour, la nuit, les moyens disponibles, pas disponibles, les moyens qui sont à disposition mais volontaires, donc pas toujours présents. Et à un moment donné, on va s'y perdre. Donc voilà, c'était juste ça ma question. Eric, juste pour compléter la réponse de Gaël, pour ça, il y a des structures, c'est SAMU Urgence de France, qui est la structure qui discute avec les ministères, j'ai bien les ministères, les partenaires, et à un moment, il y a une ligne qui se profile, dans laquelle on se retourne en disant cette ligne, c'est celle-ci, est-ce que vous êtes en capacité de produire une formation ? Ça ne veut pas dire pour autant qu'on parlait des médecins correspondants de SAMU, on pourrait faire une cartographie des médecins correspondants de SAMU, vous seriez quand même surpris du nombre de départements dans lesquels ça existe. Ça existe loin d'être partout, clairement. C'est uniquement dans certains départements. Les infirmiers de sapeurs-pompiers, il ne s'agit pas là, je ne suis pas au CA de SAMU Urgence de France, mais il ne s'agit pas de dire on fait les uns contre les autres. De même qu'on n'est pas en train de faire des UMHP en lieu et place des déplacements médicaux. L'idée, c'est bien d'avoir le juste soin partout, de graduer la réponse de l'urgence et de faire en sorte que les gens qui sortent soient compétents. Pour le reste, on laisse les politiques faire de la politique. Je me retourne vers Louis Soula parce qu'il est en bas à gauche et qu'il est toujours au conseil d'administration de SAMU Urgence de France. Et c'est eux qui travaillent sur ces sujets-là. Puis à un moment, ils se retournent vers les structures de formation. Et on a nos idées, hein. Ça ne veut pas dire que les médicaments ne donnent pas les idées, mais cette fois-ci à titre de chef de service ou de participant à l'aide médicale urgente. Mais au bout d'un moment, quand les choses sont
acquises sur le plan national, eh bien, on travaille ensemble pour former les gens aux compétences qui doivent être les leurs pour la prise en charge des gens. En tout cas... Louis, tu veux dire quelque chose? Bonjour à tous. Et bon, je dirai un petit mot tout à l'heure pour excuser mon absence au début du congrès. Tout d'abord, je devais être présent et aussi représenter Marc Noisé, président de Urgence de France, qui lui-même a été bloqué par un problème logistique mercredi, une grève de train dans son secteur. Le sujet que vous évoquez est vraiment très sensible. Mais je pense qu'il faut qu'on se repositionne, nous, en tant que soignants. Pour ce qui est des UMHP, on a, nous, notamment localement, on a vu des expérimentations se mettre en place très rapidement, notamment dans la Sarthe, avec des EPMU, qui ont été un outil pour nos tutelles de montrer qu'on pouvait peut-être supprimer des SMUR et les remplacer par des entités. Et je pense que l'UMHP... Alors certainement que, historiquement, on peut bien l'avouer, Christine, on a peut-être raté une étape. Je rappelle que l'historique de l'UMHP, il est ancien. Il y avait une expérimentation à Toulon. Il y a des SAMU qui pratiquent les UMHP depuis des années, notamment à Mulhouse, justement, chez Marc Noisé, sans qu'on soit passé par tout cet aspect réglementaire. Je pense qu'on a raté une étape, mais aujourd'hui, on est capable un petit peu de grandir et d'évoluer en disant que, est-ce qu'au niveau de nos SAMU-SMUR, il y a une place pour du transport, des interventions primaires paramédicalisées, mais dans une structure parfaitement réglementaire qui passe sur le fait que ce soit des personnels d'urgence formés par nos structures, par les CESU notamment, et qui ont une activité de médecine d'urgence. Alors, c'est vrai hein, que les ISP existent et tout, mais là aussi, comme les MCS, c'est très uniforme. Moi, il se trouve qu'on est dans un département où on a un nombre d'ISP très important, je crois que c'est 130 sur le département, ce qui est énorme, et vous allez à côté dans la place sur Le Mans. Donc, moi, je pense à titre personnel en place sur Le Mans. Donc, moi, je pense à titre personnel, pour avoir pris du recul, parce que effectivement, j'ai passé 30 ans dans une structure dans le Berry. Je pense qu'il ne faut pas chercher à opposer les ISP, les EPMU. On a une chance, les UMHP, pardon, et les ICS. Les ICS, je vais en dire un mot tout à l'heure. Je pense vraiment que la situation actuelle qui fait qu'on a du mal à faire fonctionner nos structures d'urgence, où il faut se battre avec les tutelles pour dire il faut maintenir les SMUR, même si on est contraint de fermer des structures d'urgence. Nous, on a une problématique en Centre-Bretagne qui est vraiment très importante, où je ne vais pas parler de ce qui se passe à Carré, si ça vous intéresse, on pourra en parler après, mais on est vraiment en difficulté. Et depuis que moi, j'ai repris une activité universitaire, je peux vous garantir que les jeunes urgentistes qui arrivent, ils ne viendront que si on leur propose une activité urgence intra-hospitalière, de régulation médicale du SMUR. Ce triptyque-là, c'est notre base. Et pourquoi ne pas essayer de profiter de cette organisation-là du DSMU pour la transposer sur les infirmiers? Les infirmiers sont demandeurs de participer. Si nos ISP, si les infirmiers, comme vous disiez très justement, qui sont des soignants, la plupart en milieu hospitalier, vont prendre une activité d'ISP, c'est parce qu'on ne leur offre pas cette possibilité dans nos structures, alors que donc c'est plutôt un choix par défaut qu'ils font. C'est très bien, ça fonctionne, le protocole douleur, tout ça et tout, on peut en dire plein de choses. Mais qui n'a pas été confronté à une situation en disant voir arriver quelqu'un aux urgences avec des protocoles qui sont parfaitement critiquables. Donc je ne vais pas polémiquer là-dessus, mais je pense que c'est très important qu'on puisse mettre en place ces UMHP, ne serait-ce que par rapport à une tutelle, en démontrant que pour donner le juste soin, comme l'a dit Christine, on peut utiliser un niveau intermédiaire. Pour ce qui est des ICS, là aussi, je pense qu'il y a vraiment une place. Il y a des infirmiers, et notamment par rapport à ce que nous avons mis en place très récemment dans le 35, c'est la possibilité de faire intervenir des infirmiers
d'HAD dans les EHPAD pour mettre en place des protocoles qu'on a définis en commun. Donc les ICS, il y a une place importante pour éviter un recours aux urgences trop systématique. Là, et je trouve ça très bien, que les CESU s'emparent de ces formations, parce que ça donnera une crédibilité vis-à-vis de nos tutelles. Et je voudrais rebondir sur une expérimentation qui a été tentée dans le 56 l'année dernière là, par rapport aux propositions de la mission Braun, qui était de solliciter les infirmiers libéraux pour faire une astreinte comme ça, sans formation, sans rien. Ça a été un échec parce que ça ne peut pas se faire dans un système bien cadré. Et donc... ça prend du temps, il faut qu'on soit crédible vis-à-vis de nos tutelles et je pense qu'effectivement le fait que ces textes arrivent, hein, on n'a pas parlé des autorisations de structure d'urgence qui vont importantes, qui vont positionner justement l'UMHP, seront essentielles pour nous dans l'avenir. Bon, je suis un peu long, excusez-moi. Non. Merci Louis. Bon, je vais essayer de faire très court. Donc la FAE Ambulancier SMUR, il y a eu effectivement un gros travail qui a été mis en place pour refondre le contenu de cette formation. Donc on va passer rapidement sur les textes. Sachez simplement que depuis l'arrêté du 17 mai 2023, la formation FAE Ambulancier SMUR est mise en application à partir du 1er septembre 2023. Qu'est-ce qui a changé? En tout cas, le nombre total d'heures de formation en présentiel n'a pas changé. C'est simplement une répartition nouvelle du temps pour les différents modules qui sont répartis de façon plus transversale pour laisser plus de place à ce qu'on appelle la relation et communication, les aspects réglementaires et médico-légaux et éthiques pour travailler avec nos ambulanciers, futurs ambulanciers SMUR. La pédagogie active est fortement recommandée dans cette nouvelle mouture, avec effectivement des mises en situation et de la simulation en santé. La grosse nouveauté, effectivement, c'est... alors, on n'oublie pas les nouveaux gestes ADE qui sont intégrés à la FAE. Et la grosse nouveauté, effectivement, c'est la durée des stages. Ça avait été une de forte demande. À l'époque, on a travaillé avec les différents, notamment les responsables des ambulanciers, avec la DGOS. La durée du stage est passée à 70 heures. Elle était de 35 heures jusqu'à présent. Elle est passée à 70 heures. Ça veut dire 2 stages distincts d'une semaine, des stages de 35 heures en continu. Alors, la demande, c'est un stage dans un SMUR, dans un établissement de santé, siège de SAMU, et un stage dans un établissement de santé avec un SMUR en coordination avec un service d'accueil d'urgence, de telle sorte à faciliter la visibilité du monde dans lequel les ambulanciers vont travailler. Il est préconisé que la liste des lieux de stage soit proposée par le CESU accueillant, et nos ambulanciers qui sont en stage doivent être accompagnés par un tuteur. Enfin, dernière nouveauté, c'est le recyclage de la FAE Ambulancier SMUR, une journée de 7 heures tous les 5 ans. Et je crois que j'ai fini. Voilà. Donc, avant de laisser la parole à Isabelle, je voulais simplement poser une question ou deux à la salle. Parmi les CESU qui fondent la FAE Ambulancier SMUR, est-ce que vous avez déjà commencé à faire avec la nouvelle mouture, c'est-à-dire celle de 1er septembre 2023? Ok. Donc on n'est pas nombreux, apparemment. Et ma deuxième question, c'était est-ce que vous avez eu des difficultés à mettre en place cette nouvelle mouture de FAE? La problématique qui revient souvent, c'est trouver les terrains de stage, parce que nos établissements accueillent, bien sûr, pas que des étudiants ambulanciers SMUR, on a tout un tas d'autres professionnels qui sont en formation, il faut leur trouver la place et que chacun puisse se développer et développer ses compétences dans de bonnes conditions. On a la place pour une question là-haut. Alors, pas une question, mais justement en réponse à... Hervé, c'est du 59, je présente, parce qu'il ne le fait pas. Enfin, je crois que c'est ça. Hein, c'est ça. J'ai reconnu la voix.
effectivement, je confirme, notre grosse difficulté, c'est de trouver des lieux de stage. Les stages SMUR sont vraiment énormément prisés pour tout un tas de catégories professionnelles. Et on a vraiment eu de grosses difficultés, d'autant plus que entre le cadre réglementaire qui prévoit normalement cette formation avant de prendre des fonctions ou au moment de prendre les fonctions, et la réalité où on a des ambulanciers SMUR qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience au moment où ils font cette formation, il y a au niveau des terrains de stage une incompréhension sur les objectifs de stage de ces participants. Très bien. Non mais là concrètement on n'a pas de réponse à donner. C'était une grosse demande, encore une fois, c'était un groupe de travail avec la FACH, l'association française ambulancier, c'est surtout leur demande à eux d'avoir deux semaines, avec l'imposition maintenant d'en faire obligatoirement un en dehors. Et donc après, bah oui, on sait, ce que me disait Christine, c'est que nos SMUR se transforment tout doucement en véhicules pédagogiques avec une remorque, mais oui quoi, donc voilà, c'est un fait, voilà, une demande des ambulanciers à laquelle le ministère a dit OK, mais oui. J'enchaîne sur la formation, je suis déjà en retard, sur la formation aux nouveaux actes des ADE de l'AMU, donc qui est toujours d'actualité, puisque elle est plus ou moins en cours dans les différents CESU. Donc, on avait prévu un petit vote, mais on va passer. Donc, quelques rappels. C'est une formation qui date d'octobre 2022, en lien avec le nouveau décret d'avril 2022 sur les nouveaux actes pour ces professionnels de santé. 3 modules. Une proposition d'un déroulé pédagogique de l'ANSESU et voilà, en gros. Donc, un premier rétexte a eu lieu en mars 2023 qui notamment parlait de certaines thématiques et notamment la proposition d'adapter cette formation dans vos CESU pour les ambulanciers SMUR. Donc là, on avait répondu que c'était à discrétion du responsable du CESU d'organiser ça comme il le souhaitait avec le SAMU. Pour l'exemple du SAMU de Strasbourg, on a fait le choix de former les ambulanciers SMUR à la totalité de la formation. Et pour faire le lien avec le recyclage de la FAE ADE SMUR Nouvelle Mouture, on a proposé que pour les titulaires de l'ancienne FAE datant de moins de 5 ans, cette nouvelle formation valait aussi pour recyclage de la FAE. Voilà comment on peut composer un peu. Donc, je vous donne cet exemple aussi pour vous proposer aussi de nous faire part éventuellement de votre expérience sur cette FAE. Cette formation aux nouveaux actes. Quels sont les CESU qui l'ont déjà mise en place? D'accord. Vous souhaitez nous faire part de difficultés particulières ou de remarques? Tout va bien. Pour ceux qui ne l'ont pas mis en place, des remarques particulières? Oui. Oui, Christophe Lambert de Besançon. Nous, on ne l'a pas mis en place parce qu'on n'a pas la demande en face. Voilà, c'est nos ambulanciers, enfin les ambulanciers de la Franche-Comté, on va dire. À part en tout cas, ils ne demandent pas. Donc, comme on a déjà beaucoup de choses à faire, on a dit on attend qu'on ait la demande. Je ne sais pas, c'est peut-être un peu... On n'a pas l'impression que la profession s'est emparée de ces nouveaux gestes. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre? Oui. Il y a une question encore, c'est ça? Je ne vois pas. Oui. Oui, bonjour. Juste, nous, chez nous, ça s'est toujours mis en place parce que les ambulanciers, 3 jours d'affilée, c'est trop compliqué. Ils voudraient que ça soit découpé en 3 fois un jour ou 2 jours plus un jour et que ça se fasse le week-end. D'accord.
Bah, c'est dans la tendance, hein. Oui, Pourquoi non, mais aucun problème. Après, en fait, si vous allez me dire dans voilà. le texte, c'est écrit 3 jours consécutifs. Eh oui, eh oui, eh oui. On n'a pas écrit consécutif. Eh ben nous, on ne va pas faire forcément 3 jours consécutifs et ça va passer parfaitement bien. Et si vous avez des formateurs qui sont disponibles pour travailler les samedis, enfin, ça se fait chez nous aussi, effectivement. Dernière question. Oui, Lionel du CESU 40. Donc du coup, nous, c'est l'Institut Formation Ambulancier de Mont-de-Marsan qui le fait et se trouve opposé à une... enfin, les sociétés d'ambulance vont se faire former par Pharmasanté ou Formasanté de Gironde, je crois. Parce qu'en fait, c'est sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines. Enfin, un jour pendant... un jour, par exemple, en février, un jour en mars et un jour en juin. Voilà. Et toutes les sociétés d'ambulance, enfin une grosse partie, vont aller se former de cette façon. Oui. Là, tu es en train de dire que l'IFA, donc je vous rappelle que peuvent enseigner cette formation les CESU ou les IFA, et donc l'IFA sous-traite avec un organisme privé, c'est ça? On n'arrive pas à remplir les formations, pardon. L'IFA n'arrive pas à remplir les formations puisqu'en fait, il y a de la concurrence sous cette forme de formation qui prodigue un jour en mai, un jour en juin et un jour en juillet. Je te laisse, je ne comprends pas. L'IFA n'arrive pas à remplir, j'ai compris. Mais la formation privée, elle ne peut pas, c'est pas possible. C'est ce qu'ils font. Oui. D'accord, bah c'est pas possible. Donc, les diplômes, le diplôme de cette formation doit être signé par un IFA ou par un CESU, point barre. Mais non, c'est un IFA privé. Bah alors, bah oui, mais s'ils sont deux, ils se débrouillent. C'est un organisme privé qui les forme. J'essaie de traduire. L'IFA. D'accord, c'est un IFA, donc si c'est un IFA... Si c'est un IFA privé, l'IFA privé a le droit de former. Si c'est un organisme de formation qui n'est pas IFA, il n'a pas le droit de le faire. Voilà. Et la seule limite, et on en avait parlé en mars au webinaire, c'est que la délivrance de la FGSU à ce moment-là, si ce n'est pas animé par des formateurs habilités CESU, ne pourra pas se faire pour les candidats qui étaient en cours de validité et qui souhaitaient leur recyclage. Merci Isabelle. Merci. 2 secondes et demie pour vous dire que nous sommes en train de réactualiser la convention en CESU Croix-Rouge qui, pour les plus anciens d'entre vous, a été signée à l'époque par M. Mattei et Bernard Nemitz. En fait, c'est à la demande de la Croix-Rouge que cette convention est en train d'être réactualisée. Donc, on est en cours de travail. Ce qui va être revu, c'est bien le cadre collaboratif pour former des formations tant au niveau des gestes et soins d'urgence que des formations de formateurs. On est surtout sur de la formation initiale puisque la Croix-Rouge a un certain nombre d'instituts de formation d'aides-soignants, d'instituts de formation infirmiers, etc. Et on va vraiment axer sur la formation initiale, mais pas méconnaître la formation continue. Très clairement, pour la formation initiale, je vous renvoie sur les cadres conventionnels avec les partenaires sur l'arrêté de décembre 2014 dans lequel les termes de la convention, des conventions avec les partenaires sont clairement établis et on va s'appuyer sur ce texte réglementaire pour la convention avec la Croix-Rouge. 2 points sur lesquels on souhaite insister. Le premier, c'est qu'à partir de l'instant où on est sur de la formation initiale et qu'il s'agit d'un institut de formation IFSI, IFAS ou autre Croix-Rouge, il n'y a pas de droit de timbre et c'est égal à 0 et il y a un texte réglementaire sur le sujet. Donc c'est comme avec tous les IFSI, sauf accord préalable entre les 2 parties pour des prestations autres que celles qui sont prévues dans les textes. Deuxième point concernant la formation continue, l'ensemble du conseil d'administration vous demande donc de faire en sorte que les droits de timbre sur la formation continue n'excèdent pas 120 € par groupe de 12 et qu'on mette une borne à ce qui est exigé pour les formations continues qu'on fait. Donc, quand il y a des formateurs
de la Croix-Rouge qui font leur formation, vous les connaissez, vous avez derrière la liste des choses à faire, vérifier que le formateur est agréé, vérifier que les apprenants doivent bien être titulaires d'un GSU2 ou d'un GSU1, etc. Tout ça, vous l'aurez. Eh bien, ce travail-là de secrétariat, ce travail-là administratif, ne doit pas excéder en termes de partenariat financier cette borne supérieure de 120 € par groupe de 12. Si vous faites d'autres prestations de suivi de formation, que sais-je, à la demande de votre partenaire, bien évidemment, vous avez la possibilité de dépasser cette borne supérieure avec un accord préalable avec votre partenaire. On met en place ce qui était prévu par cette convention initiale, donc un comité de suivi Croix-Rouge en CESU qui permettra de régler d'éventuelles difficultés. Dans certaines régions, il est difficile, cette convention elle est départementale. Dans certaines régions, cette convention départementale peut être compliquée. Et dans ce cas, c'est bien le RESU qui prend le pas sur le département, mais comme d'habitude. Donc, place du RESU dans cette convention, et on vous tiendra au courant dès l'instant où cette convention sera en signature. Y a-t-il des questions ou des remarques? Eh bien voilà. Touc. Deux diapos pour vous parler d'un projet de partenariat avec l'EHESP. Alors, on a pris contact, l'ANCESU avec l'EHESP. L'ANCESU, les CESU surtout, on est complémentaires finalement sur certains points avec l'EHESP. Alors, nous, pourquoi? Pour notre maillage territorial. Il y a un CESU par département. On est réactif, on a des intervenants qui pratiquent ce qu'ils enseignent et qui sont auprès des patients. L'EHESP, c'est une école à Rennes, l'école de hautes études de santé publique, donc une grande école de santé publique. Ils ont toute une ingénierie de formation et surtout, ils ont une excellente maîtrise des technologies de l'information et de la communication. Il y avait eu un historique, alors souvenez-vous, la formation TAP à l'époque du Covid, et donc il y avait eu un e-learning qui avait été conçu par l'EHESP et puis un enseignement pratique qui avait été fait en présentiel par les CESU. Alors là, le projet actuel, c'est une collaboration sur une information, voire une formation au niveau des SSE auprès des CPTS. Et possiblement, à l'avenir, il y aura d'autres projets. On parlait notamment des e-learning pour certains domaines, que ce soit les risques collectifs ou pour d'autres formations, comme on avait eu pour les UMHP, par exemple. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une complémentarité et il y a des intérêts à travailler de façon synergique avec eux. Est-ce que vous avez des questions ? Donc un mot pour vous informer qu'on a en cours une révision des textes réglementaires qui encadrent l'activité des CESU et la délivrance des AFGSU. Donc cette révision qui est en cours, une nouvelle révision. Pourquoi? C'est en fait un déclencheur. La Direction générale de la santé s'est inquiétée d'une chose et s'est manifestée auprès de l'ANCESU pour signaler qu'elle était étonnée de l'enseignement de la FGSU par des organismes de formation privés dans le cadre de conventions, mais dans le cadre de conventions avec un CESU au-delà du cadre départemental. Donc, pratique que vous connaissez peut-être, de voir des conventions rédigées entre un CESU et un organisme privé pour délivrer des FGSU dans un autre département que celui du CESU signataire. La DGS a réagi par rapport à cette prise de conscience en demandant à l'ANCESU de proposer une révision des textes réglementaires pour encadrer cette pratique par une modification des textes. Elle nous a demandé également à cette occasion, au-delà de la régulation de cette pratique, d'élargir les propositions d'évolution des textes qui sont principalement au nombre de 3, vous les connaissez parfaitement. C'est le texte Princeps qui est le Code de la santé publique et notamment dans la section 4, les articles 19 à 24.
mais également les deux arrêtés, celui de avril 2012 qui régit l'activité des CESU qui a déjà été modifié, et également celui de décembre 2014 qui régit la délivrance des FGSU qui lui aussi a déjà été réactualisé, vous le savez. Alors comment cette modification, ces propositions, elles sont en cours de maturation, elles ne sont pas encore transmises à la DGS, d'où elles émanent, elles viennent en fait de vos remontées de terrain. On a beaucoup de remontées via le mail du secrétariat en CESU, via les échanges qu'on a physiquement, également lorsque l'ANCESU se déplace lors de ses séminaires auprès des différents CESU. Et donc l'ensemble de ces remontées de terrain, elles servent à l'ANCESU à proposer ces modifications. Le cadre, globalement, ces propositions, elles vont concerner quoi? Elles vont concerner d'abord la commande initiale, c'est-à-dire que les conventions entre les CESU et les organismes de formation privés se fassent à l'échelle du département, c'est-à-dire que lorsqu'un CESU signe une convention, ce soit pour la délivrance FGSU dans son département uniquement. On profite également de proposer à la DGS une révision de la tarification de la FGSU2 pour les écoles et instituts, lorsque, non pas juste une délivrance de timbre, mais c'est pour réaliser la FGSU avec les ressources du CESU. Également proposer une révision des objectifs de la FGSU2. Voilà, vos remontées nous ont fait prendre conscience qu'il y a peut-être des modules qui sont optionnels, d'autres qu'il faut approfondir, tout en restant dans l'adaptabilité de la FGSU pour correspondre à notre public, à son exercice professionnel, et que ces objectifs soient bien sûr adaptés. Également proposer une modification de la modification de 2019 sur les modules SSE en proposant des regroupements des différentes annexes. Je fais écho à ce dont je vous parlais tout à l'heure, sur la difficulté qu'on constate dans le bilan à former et à réactualiser au SSE, donc une proposition de modification également de la durée de validité de chaque module de la FGSU SSE, et des révisions diverses qui correspondent juste à des mises à jour à faible importance. Donc l'ensemble de ces propositions, elles sont encore en cours de maturation. On reste à votre écoute pour les suggestions et vos remontées de terrain, donc sont les plus précieuses pour ça. Elles seront bientôt transmises à la DGS qui arbitrera bien sûr ces propositions. Voilà les éléments d'information qu'on voulait vous donner aujourd'hui. Questions? Une ou deux questions? Oui. Pas de micro? Si ça vient. Bonjour Hélène Lacour, CESU 49. Merci pour toutes ces formations qu'on va mettre en place et qui sont hyper enrichissantes et stimulantes. Dans les révisions, est-ce qu'il est envisagé de travailler sur le dimensionnement des CESU? On n'est pas tous égaux sur le nombre d'enseignants, le nombre de vacataires, et parfois ça, je pense que ça pourrait nous aider sur les créations de postes auprès de nos directions. Ça ne fait pas partie des révisions qu'on a envisagées, et je ne comprends pas forcément très bien quelle pourrait être cette proposition. Il y a dans les textes la demande d'agrément, mais qui n'est pas coercitive sur il faut un ratio de personnel par rapport au nombre d'apprenants. Il n'y a jamais eu ça. Ce n'est pas une révision qui a été imaginée. Je ne sais pas quelles pourraient être les propositions pour répondre à votre demande. À côté de ça, comme la demande existe, on peut y réfléchir pour voir en toute modestie, humilité, ce qu'on peut proposer. Vous savez que les ratios actuellement réglementairement, ne serait-ce que les ratios soignants par rapport aux lits de patients, ça pose question. En réa, c'est clair, c'est largement établi. Ailleurs, c'est un peu plus compliqué. Et à chaque fois, c'est plus des recommandations professionnelles que des ratios inscrites dans le marbre d'un texte réglementaire. C'est pour ça que ce n'est pas évident du tout. On peut le tenter, mais c'est quand même pas évident, quoi. Oui. Une autre question? Oui, bonjour. Franck Labarrère, l'Ariège. Il y avait dans le texte premier la taille de la salle avec des salles de TP, qui a été abrogée après par les autres décrets. Et notre administration nous dit qu'il n'y a plus de réglementation.
Alors ça, effectivement, ça ne figure pas dans le cahier des charges actuel pour l'agrément d'un CESU. Dans les éléments là déjà qui ont été pensés, ça ne se chiffrait pas en mètres carrés, ça se chiffrait en tout cas en équipement, et notamment la contextualisation. Donc c'est principalement devoir équiper une salle de formation qui délivre un FGSU2, d'un lit médicalisé ou d'un brancard ou d'une table d'examen selon le public de soignants auquel on s'adresse. Tout de suite, ça sous-entend que ça soit dans un exercice, enfin une formation délivrée dans un CESU ou délocalisée, on se situe dans une salle à superficie suffisante pour accueillir cet environnement médical. Après, on prend et on peut, c'est-à-dire que notre rôle à nous, c'est de proposer. Donc, effectivement, autant sur le dimensionnement que sur alors dimensionnement humain que sur le dimensionnement architectural, on peut proposer. Donc, on prend vos demandes. Une autre dernière question. Deux dernières questions alors. Céline et puis là-bas au bout. Alors, elle dit Céline de Nice. Je rejoins juste mes collègues sur. On demande à Céline de justifier la surface de ce qu'elle fait dans la salle pour son cahier des charges du futur CESU. Donc, elle rejoint ton propos. Et donc, regardez, Fabrice, note tout pour qu'on puisse, lors de notre prochain CA, remonter tout ça. Une dernière question là-haut. Oui, Nathalie D, CESU 22. Moi, je rejoins les collègues et je voulais rajouter l'aspect budgétaire ou financier. C'est-à-dire que souvent, on ne rend pas lisibles les lignes budgétaires, que ce soit entrée, sortie, fonctionnement, des CESU, et je me demandais s'il y avait moyen aussi dans ces révisions-là de travailler sur ce sujet. Non, enfin, sur un arrêté, il sera compliqué de faire une lisibilité financière. Par contre, de le rattacher, comme c'est déjà écrit, de le rattacher à telle structure, c'est une possibilité. Mais d'avoir une ligne, de mettre dans un arrêté quelque chose de budgétaire alors que c'est une UF d'un service, ça va être compliqué. Encore une fois, envoyez, donnez-nous, vous avez des idées, vous avez des difficultés sur ça. C'est le moment, on révise les textes, on révise tout. On nous a donné cette opportunité, encore une fois, c'était hyper important le début, c'est pas une demande de notre part, ça vient du ministère. Donc si on nous dit, tiens, on a été donné que 1, on peut imaginer que la suite sera plus facile. Donc faites-nous vos remontées. Après. Bonjour à tous. Bouton vert. Voilà, alors moi je suis Sandra Deleuil, je suis chargée de mission pour tout ce qui est communication. Donc ce petit passage pour vous rappeler qu'on a une page Facebook, une page Twitter, une page LinkedIn, avec j'y abonner, comment ça s'appelait. Elles sont importantes, c'est important de vous y abonner, c'est important de les suivre, c'est important pour nous de les liker, de les retweeter et de les republier. En fait, plus on a de passages et plus on est visible et plus les événements apparaissent. Autre chose que j'ai en charge, c'est le forum des CESU de France. Je vous ai remis l'adresse mail, c'est un groupe. Pour y adhérer, il faut nous envoyer une demande en citant votre CESU d'origine et votre fonction, parce qu'on garde un listing. Et puis, c'est penser, quand vous voulez répondre à un message du forum, à bien cliquer sur « Répondre à tous », parce que sinon, vous ne répondez qu'à la personne qui a posé la question et pas au forum. Voilà, c'est un des biais du truc. Autre chose, je lis toutes vos questions, je n'oublie pas d'y répondre. Pour répondre à une question, soit je peux répondre seul parce que j'ai la réponse, soit j'ai à mes côtés un expert ou une experte qui va pouvoir répondre précisément à ma question, soit cette question, elle est à discuter au sein du CA, donc je renvoie le questionnement au sein du conseil d'administration, et là, il faut que moi, j'obtienne une réponse consensuelle, ce qui n'est pas toujours possible, et c'est pour ça que des fois, ça attend un petit peu. Donc ne vous impatientez pas, elles ne sont pas oubliées, elles sont juste en train d'être mâchouillées, digérées pour vous donner une réponse correcte. Oups, pardon. Et enfin, le site internet, donc, que vous connaissez tous, je vous ai mis une capture d'écran du site. C'est le site officiel
pensez à adhérer. Nous avons besoin d'adhésion pour que l'association vive. Et puis, pour booster un petit peu vos adhésions, nous allons remettre en place un espace spécifique adhérent. C'est-à-dire que si vous adhérez, vous aurez droit à un contenu spécifique qui ne sera pas accessible à tout le public. La grande nouveauté, c'est l'apparition d'une foire aux questions spéciale secrétaire. On tient d'ailleurs à remercier Céline du CESU d'Annecy et Françoise du CESU de Rennes qui ont beaucoup participé qui se sont beaucoup investis pour la mise en place de cette fac et qui se sont aussi beaucoup investis dans le retour des ateliers secrétaires au sein de nos colloques. Et on les remercie encore. Merci beaucoup. Et on va appeler sur scène le comité d'organisation, le nom CESU, et on va appeler sur scène le comité d'organisation, le bon docteur Guise, Monsieur Baudolot, Madame Galisson, Madame Françoise, qui vont vous remettre les prix. Alors, la remise des prix, j'attends mon équipe. En fait, je vois l'assistante de formation qui s'approche. Il y a Karine qui est déjà là. Luc, il attend le passage de l'escalier. Dans la salle de notre équipe, il y a encore Sam et Claire. Je vous vois là-haut. Sam, Claire, il faut se lever là. Ouais. Ouais. Non, on ne bougera pas. Et vous arrivez là où faut que je dise ce que je dis chez nous. Claire, Sam, on vous attend. Tout le monde vous attend. Allez. Ramenez vos fesses. Voilà, donc on va commencer la remise des prix. Parce qu'il y a eu beaucoup de travail pour ce colloque. Nous avons évidemment préparé précisément ce colloque, mais il y a eu aussi une participation de tout le monde avec des propositions, des candidatures pour des communications libres, pour la recherche d'or, pour des photos, pour des posters et pour les vidéos. Donc, on va démarrer avec le prix pour le meilleur poster. Vous êtes prêts? Parfait. Alors, le gagnant du meilleur... La meilleure photo, Marie-Laure Mallet du CESU 76. Marie-Laure, on t'appelle sur scène s'il te plaît. Ah oui, il faut monter. Oui, Marie-Laure, on ne te voit pas sinon. Hein. Viens là, viens prendre ton prix. Meilleure photo. Eh bien, bravo Marie-Laure. Donc, CESU 76. Voilà, tu vas prendre place. Donc, on avait reçu 7 photos au total et la meilleure. La vidéo, c'était un peu différent. On a reçu une vidéo, donc on sait qui a gagné. Parfait. On va la lancer et on va appeler Denis Cluzel du CESU 74. Alors on peut tous applaudir Denis Cluzel qui a osé de proposer une vidéo. Bravo, CESU 74. Tu vas pouvoir prendre place là. Et on va enchaîner avec le meilleur poster. Donc il y en a eu plusieurs qui étaient proposés, qui étaient votés par vous.
Donc en fait, on a aussi un gagnant, qui est le gagnant du meilleur poster. Et bien c'est encore le CESU 74. Sur les logiciels, Pierre Paulès, j'appelle Pierre Paulès, c'est un poster entièrement fondé sur les logiciels. Et si l'IA pouvait nous aider à travailler. Donc 2 prix pour le CESU 74. J'espère que le président de l'ANCESU est satisfait. Bravo. Eh ben, on va enchaîner avec les communications libres. Donc, on a reçu beaucoup de candidatures et je vous en remercie. C'était super intéressant à lire. J'en ai profité pour les tous lire. Du coup, on va commencer avec la 3e place. Donc, sur les 27, je vous rappelle, on vous a passé hier, vous avez vu 8 présentations. Donc, on a déjà eu une sélection assez restreinte. Donc là, les 3 premières, votées par un jury sur l'écrit et sur la présentation orale. La 3e place revient à Madame, parce qu'il y avait une prédominance féminine, donc Madame Estelle Sulpice, du Centre de formation en soins infirmiers, CH Guillaume Régnier. Estelle, viens. Donc, on va rappeler son travail qui était intitulé... Hop, je vais essayer de passer là. Voilà. Donc, elle nous a fait hier une super présentation sur la paragogie. Hein, je me suis entraînée toute la nuit. Voilà. Merci Estelle pour ce travail. Merci de l'avoir soumise. On est très contents. 2e place. Cette fois-ci pour un homme, parce que dans la parité, il ne faut pas oublier les hommes non plus. Donc... 2e place, Alexandre Andrieux, du CESU 30, à Lille, le module 3.0. Parce que oui, en fait, on a eu pas mal de présentations aussi sur les SSE en fait, pendant les communications libres. Et Alexandre, il en a réalisé une pour vous expliquer comment anime le SSE un peu plus funky. Et la peluche, ouais. Jamais sans la peluche. Merci Alexandre. Alors, et là, premier prix, qui a gagné? Premier prix. Premier prix, c'est aussi une femme. J'en suis fière. Et je vais appeler le docteur Monique Lambalé-Glaimot du CHU de Rennes de venir prendre le premier prix. Alors, juste pour la petite histoire, de temps que Monique elle vient sur scène, en fait, elle a juste voulu proposer un poster. Et on a dû la pousser un peu pour dire, allez, faisons une communication parce que c'est super ce travail. Aussi, on travaille sur du SSE. Je vous laisse mettre la première diapo de son topo, c'était sur les postes sanitaires mobiles. Bravo Monique. Voilà. Et maintenant, on va arriver au prix, le prix le plus prestigieux, et je vais appeler le partenaire privilégié de l'ANCESU sur scène, la MACSF. Donc, je vais commencer par appeler le 3e, le 2e place, et Sophie Hinault va donc après appeler les gagnants. On fait comme ça? Parfait. Alors, 3e place. Alors, nous avons déjà eu 5 candidatures. 3 ont été présentées après une évaluation des résumés et après il y a une évaluation sur la présentation orale. La 3e place revient à Madame Alexandra Maurine, CESU 34. On travaille sur le raisonnement clinique infirmier. Le titre il est très très long.
Et est-ce qu'elle est encore là? Alexandra, est-ce que tu es parmi nous ou est-ce que quelqu'un, un copain de CESU, est là pour prendre son prix? Elle est partie. Et il n'y a pas de copain? Personne pour prendre le prix à sa place? Merci. Merci Blaise. Blaise, il est content. Ah non, 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 en fait, c'est là, Blaise. T'as encore le choix. T'as encore le choix entre fauteuil ou chaise. Du coup, deuxième place. Comme tu veux. En fait, Blaise, franchement, j'avais appelé une femme. Pour la parité, c'est quand même... Bon, et le deuxième, c'est aussi un homme, Dr François Revaux, pour son travail en simulation CESU 74. Oh, 94, pardon. 94. Et je vais laisser la parole à Sophie Hainaut pour annoncer les gagnants du concours Chercheurs d'or. Oui, merci beaucoup. Donc c'est un travail qui récompense... Non, il n'est pas branché. Ok, très bien. Merci, bonjour. Et bien, je suis très contente de remettre ce prix du chercheur d'or. Donc c'est un travail qui a été fait donc, sur la formation infirmier et donc qui récompense une chercheuse, donc Madame Nelly Mello, pour son sujet sur est-ce que la formation en soins infirmiers prend bien en compte les situations d'urgence. Voilà, si j'ai bien noté. Alors, on le rappelle, ce prix de chercheur d'or est récompensé par la MACSF avec... Oui, c'est... Félicitations. Félicitations. Alors, du coup, vous pouvez les applaudir maintenant pour leur participation. Et je vous invite vivement à lire les travaux qui ont été réalisés. Je vous laisse vous lever pour la photo. Le président souhaite une photo. On s'exécute. On n'a rien fait, nous. Après, c'est... Alors, il reste un dernier concours, un concours qui a été réalisé hier soir. Hier soir, au couvent des Jacobins. Et je vous rappelle, ce qui se passe au couvent des Jacobins reste au couvent des Jacobins. Mais on va quand même annoncer les winners du concours. C'est Luc qui va les annoncer, parce que c'est lui qui a exploité toutes les données. Donc, en effet, hier, dans la soirée, vous aviez la possibilité de jouer à un jeu en répondant à des questions pour faire appel aussi à votre mémoire par rapport aux événements qu'il y avait eu pendant le colloque et aussi concernant l'ANCESU, et puis d'explorer un petit peu le cloître. Donc, les trois premiers de ce jeu sont par ordre, donc troisième place, Fadzia Laouari, pardon. Deuxième place, Estelle Leblanc. Et première place, François Lemonnier. Nous avons prévu donc, pour ces trois premiers au jeu concours. Vous pouvez venir chercher votre récompense.
Bien, merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé. Je voudrais maintenant que tous les gens qui ont un petit col avec des rayures viennent nous rejoindre sur scène. Concrètement, toute l'équipe de CESU 35. J'aimerais que le professeur Soula nous rejoigne sur scène aussi, s'il vous plaît. Louis, on te veut ici avec nous. Allez, le CESU 35, on vous attend. Louis, on t'attend. On voudrait que vous vous mettiez devant, là, pas derrière, mais devant, là. Devant, 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 devant. On sait ô combien c'est compliqué d'organiser un colloque. On sait ô combien c'est passionnant d'organiser un colloque. On sait ô combien, en post-organisation, il va y avoir un moment difficile. On va se dire, j'ai tellement travaillé que je ne sais plus quoi faire. On sait ô combien ça enrichit et ça soude une équipe. Je voudrais juste dire au nom de l'OCESU avec Céline, on voudrait vous dire qu'on a été hyper fiers que vous ayez organisé ce colloque. On est très fiers du résultat. Vous avez organisé un magnifique colloque. Vous êtes une équipe très attachante, avec très attachante. Alors on a beaucoup travaillé avec le trinôme que vous voyez devant, avec Karine Galisson, avec Sylvia Guise et avec Luc Baudolo. Mais on a vécu avec vous ces 4 jours, puisque nous, on est là depuis mardi. Et vous êtes certainement une équipe qu'on aime être et qu'on pense être à l'image des CESU, c'est-à-dire une équipe enjouée, une équipe motivée, une équipe abordable, largement abordable, une équipe qui sait travailler ensemble. Grande félicitations, je pense qu'on peut tous se lever. Et je pense qu'on peut leur faire une standing ovation. Bravo, bravo, bravo à tous. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Je sais, on n'a pas eu de cookies à Rennes. On n'en avait pas besoin. Et je vais juste laisser la parole à notre chef de service qui nous a, dès le début, soutenus et encouragés à réaliser ce colloque, alors que des fois, on n'y croyait pas qu'on allait y arriver. Merci, professeur Louis Soula, je vous passe la parole. Merci, merci tout d'abord à l'ANCESU d'avoir fait confiance au CESU 35 pour organiser ce congrès. Moi, ça a été un plaisir et surtout un honneur de vous accueillir, recueillir des gens que je connais depuis longtemps, Christine, Catherine et bien d'autres. Monsieur le Président, merci de votre confiance. Ce que j'ai entendu ce matin, je voudrais quand même insister sur une chose qui m'a fait rebondir parce que j'ai raté l'intervention de notre directrice lundi et il faut savoir quand même que malgré cette très belle image donnée du CESU, on a toujours du mal un petit peu à valoriser le travail qui est fait par les équipes du CESU, notamment pour obtenir les moyens humains nécessaires à l'ensemble des formations qui sont immenses. On a rajouté les ICS au MCS, les UMHP, la formation pour les UMHP, les formations pour les actes ambulanciers qui sont des formations essentielles et qui montrent la confiance qui est faite au CESU pour former nos professionnels. Donc vous êtes le bras armé des structures d'urgence, on le dit toujours, mais les CESU, c'est surtout un super outil pour la cohésion d'équipe, pour donner de l'attractivité. On est en train dans nos structures d'urgence au quotidien, on l'est tous, hein, et je crois que pouvoir fédérer des formateurs, des médecins, des soignants dans nos actions de formation, c'est essentiel et c'est une super image pour dynamiser les services. Donc merci encore. Et puis vous avez fait un beau voyage, maintenant il va falloir atterrir et puis essayer de mettre en place tout ce qui a été évoqué pendant ce séminaire. Encore une fois, mille merci à l'ANCESU, au conseil d'administration, Monsieur le Président, et puis à l'équipe du 35,
C'est un bel exemple et je pense que la marche va être très dure pour ceux qui seront mobilisés pour les JTI de l'année prochaine, puisqu'on va aussi avoir la chance d'accueillir les journées thématiques interactives de la SFMU. Mais je pense qu'on va avoir du mal à franchir l'obstacle. Un grand merci à vous tous pour cette belle image que vous avez donnée du service. Oui, et après je te passe la main. Je dis juste merci à mon équipe. Alors, du coup, moi, je suis vraiment fière et émue. Effectivement, notre voyage qu'on a passé ensemble arrive à sa fin et on va tous regagner dans pas longtemps nos ports d'attache. Moi, je suis ultra fière de mon équipage. Sans cet équipage-là, ce voyage n'aura pas été possible. Et je vous remercie sincèrement. Franchement, je suis fière de nous, de ce qu'on a réussi à faire ensemble. Et puis, je vous dis merci et je vous kiffe. Alors, avant que le voyage prenne sa fin, malheureusement, parce qu'il y a une fin à tout, mais ce qui est agréable, qu'on a passé une bonne expérience, un bon chemin, un bon voyage, on a déjà envie de s'imaginer autre chose. Et avec ça, je passe la parole au président. Ce qui était prévu, c'est qu'elle dise un truc en allemand et en fait, c'est pas du tout ça. Et donc, le voyage se poursuit puisque vous savez qu'on aime se rencontrer. Et donc, on va faire une première étape l'année prochaine dans une ville avec notre journée nationale des CESU. Et puis, dans 2 ans, on se posera à nouveau le bateau quelque part. Peut-être que c'est un indice, on va le voir dans quelques minutes, pour le 31e colloque des CESU. Alors, Philippe, peut-être que tu connais déjà la ville où va avoir lieu la journée l'année prochaine. Donc pour la 6e journée nationale des enseignants CESU, oui, merci. Le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan du Pays des Sources aura l'honneur d'accueillir cette journée. Ça se déroulera au pôle culturel de Gascogne. Et puis, comme tout voyage, en fait, il faut essayer de donner un petit peu envie pour que tout le monde puisse venir nous voir. Concernant le canard, on va tout faire pour contrer en fait, cette grippe aviaire qui nous embête un petit peu depuis quelques années. Et puis comme ça, on pourra faire un petit accueil. Alors, ce ne sera pas des cookies, mais on mettra peut-être un peu de foie gras. Donc la ville de Mont-de-Marsan, ville des Trois-Rivières, bien entendu la ville va s'ouvrir à vous pour pouvoir vous accueillir. Et puis vous avez certainement entendu parler de l'hospitalité landaise, montoise. On est conscient également, en fait, Mont-de-Marsan pour certains ça risque d'être un petit peu loin, mais profitez en fait de venir à ce colloque pour prendre tout un tas d'informations, pour rester peut-être un petit peu plus longtemps et visiter notre magnifique forêt landaise, somptueuse forêt landaise. Et puis pour poursuivre un petit peu le voyage, puisqu'on voit en fait il y a un petit chemin sur la photo, on pourra aller jusqu'à cette plage qui est formidable, qui fait plus de 130 km finalement, qui ne s'arrête jamais. Donc vous aurez tout le loisir de profiter du département. Et puis j'ai mis au centre finalement le blason de la ville de Mont-de-Marsan, qui représente 2 clés, qui sont finalement les 2 clés de la rivière, et ces 2 clés se réunissent pour former la 3e rivière. Et on a pour habitude, à Mont-de-Marsan, lorsqu'on reçoit nos hôtes, d'offrir les clés de la ville pour que vous puissiez profiter pleinement de la ville et que la ville soit à vous dans son entièreté. Donc on vous attend. Bien entendu, on a parlé beaucoup de numérique. Donc je vais vous demander tous de sortir votre smartphone. S'il vous plaît, merci. Il n'y en a pas pour longtemps. Donc vous mettez sur votre agenda le 6 décembre 2024 avec des rappels, puisqu'on a vu que c'était important les rappels, des rappels tous les mois. Et on vous attend
Alors, la barre est haute, hein, mais on n'aura peut-être qu'une seule journée. Mais on essaiera de poursuivre un petit peu le voyage que vous avez initié. Merci beaucoup. On t'a laissé quelque chose de perfectible. Je voudrais quand même, juste avant de laisser la parole finir, puisque je voulais mettre la photo des enseignants, en fait, de l'équipe du CESU 40. Et puis, finalement, pour le juste équilibre de l'emploi du numérique, je me suis dit que le mieux, c'était pas mettre de photos et qu'il y en ait certains qui puissent se lever. Ils ne sont pas tous là. Une partie de l'équipe, une toute petite partie de l'équipe. On vous attend tous à l'année prochaine. Moins tendu qu'hier, le Philippin. Faut voir les aisselles. Impeccable. Tout va bien. Et en même temps que vous avez sorti le téléphone, mettez 5 et 6, on ne sait jamais. Des fois que dans mon oreillette, on me dit que ça pourrait peut-être être sur 2 jours, bref. Donc ça, c'est 2024, notez, mais comme dans l'agenda, on peut aller jusqu'en 2025 et il vaut mieux prévoir tôt, je vous laisse regarder. Et peut-être deviner. Voilà, merci. Merci d'accueillir l'équipe de Nice. Je vais laisser au centre là-bas. Je vais dire un mot. Je vais essayer au centre. Allez, on est parti. Bonjour à tous. Alors, nous sommes très honorés, très contents, très excités, morts de trouille aussi, de vous recevoir donc dans 2 ans pour le 31e colloque national des CESU. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, il y a une continuité dans le voyage, hein, puisque la personne qui ouvrait le colloque cette année, c'était Guillaume Néry, monsieur Guillaume Néry, et monsieur Guillaume Néry, c'est un Niçois. Il est né à Nice, et son école se trouve juste à côté de la ville. Donc, nous vous encourageons à venir avec vos pince-nez, surtout si vous avez bien retenu la méthode de respiration, et donc de continuer votre voyage dans 2 ans en traversant toute la France et en venant nous rejoindre à Nice, où nous mettrons tout notre cœur pour vous recevoir du mieux possible et donc de maintenir la marche de ce fabuleux colloque de Rennes. Et il y a une tradition chez nous, c'est que quand on passe d'un colloque à un autre, eh bien, on remet la clé du colloque. Et donc voilà la clé fabriquée par le CESU 35 pour le CESU 06. Bon, on vous souhaite bon courage pour voyager avec votre totem. Nous, on en avait besoin aussi quand on partait de Bordeaux. Hein. Merci Julien et à ton équipe. Donc, c'est parfait, on a hâte. Il y aura de l'eau, mais pas d'en haut, mais ailleurs. On aura de la ligne parce qu'on a fait bon régime à Rennes. Et puis, on saura retenir son souffle. Merci. Allez, c'est vous qui avez le mot de la fin quand même. Alors, Je peux te voir, moi. Ah ben. Je peux pas. Alors, mot de la fin. Tu veux dire quelque chose, Luc? Tout simplement, merci à tous. Enfin, c'est vrai que, mis à part le repas, on a eu des retours très positifs. C'est vrai que c'était très agréable de voir en fait cette banane que vous aviez tous en fait sur le visage.
c'est sourire, et c'était ce qu'on voulait. C'est ça, des belles rencontres. Puis je pense qu'on repart tous plus riches qu'avant vers nos ports d'attache. Je vous remercie aussi, Karine. Elle a peu de voix, mais elle va essayer de quelque chose. Je peux juste dire Kenavo. Voilà. Tchuss! Bon courage à Nice.